Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Pro Épanoui. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le rapidement avant qu'on démarre l'interview. Et si c'est fait, j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Gaëlle Nous. Bonjour Lolita. Bonjour Gaëlle, ça va? Ça va très bien, merci. Oh, je suis tellement ravie, tellement honorée. Mais c'est moi qui suis honorée, merci. Bienvenue sur la chaîne Pro Épanoui. Aujourd'hui, tu vas nous parler de peut-être beaucoup de choses. C'est vrai que tu es une femme tellement active qu'on aurait tellement de choses à apprendre de nous. Merci. Mais bon, on va démarrer par son métier, le métier de contrôleur de gestion, qui est un métier assez particulier en finance et je pense qu'il pourrait intéresser beaucoup d'entre vous, beaucoup de ceux qui nous écoutent. Donc, on va commencer par ça et puis il y aura une petite surprise vers la fin, un petit bonus pour toutes les personnes actives qui jonglent entre deux, trois vies, deux, quatre vies. Voilà, on aura des conseils assez précieux. Donc, restez scotchés jusqu'à la fin. Bonjour Nous. Bonjour Lolita. Je t'appelle Nous, mais peut-être tu préfères Gaëlle. Non, c'est très bien. Okay. C'est très bien. Tu m'appelles Nous et ça me va très bien. Je m'appelle Gaëlle aussi, donc voilà, Gaëlle Nous c'est mieux, ce sera plus fluide. Et ça fera une liaison avec la suite, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Voilà. Mais merci d'avoir accepté d'être interviewée sur la chaîne Pro Épanoui. Tu vas nous partager un petit peu ton expérience, parce que tu fais du contrôle de gestion depuis un certain nombre d'années. C'est ça. Avant de démarrer, Gaëlle Nous, je te propose peut-être de présenter ton parcours. Dis-nous où tu es née, d'où tu viens, ce que tu as fait comme études, etc. avant d'en arriver où tu es aujourd'hui. Ça marche. Donc Lolita, en tout cas, merci pour cette opportunité de parler sur ta chaîne. J'aime beaucoup ce que tu fais. J'apprécie les interviews que tu fais, qui durent 1 heure, mais que je regarde de bout en bout et j'adore. C'est toujours des femmes très inspirantes que je rencontre sur ta chaîne. Donc, merci beaucoup. Donc voilà, je m'appelle Gaëlle Ounous et je suis camerounaise. Je suis née à Douala. Et dans une famille moyenne, hein. Mon père travaillait, ma mère aussi. Et ils ont mis un accent très, très, très poussé sur notre éducation tout au long de notre vie. On avait énormément de challenges à la fin de chaque trimestre pour amener de bonnes notes. Mon père nous disait, hein, comme certainement beaucoup de parents, qu'il était le premier de sa classe. Donc comme tous les parents camerounais. Exactement, on ne serait pas premier de la classe. Donc avec toutes mes soeurs, on se battait toujours pour être les meilleurs, mais bon. Et vous dites la même chose à vos enfants? Du coup, il y a un petit twist quand même. Je pense que je fais moins cette pression à mes enfants, mais je pense en comparant avec d'autres familles que je regarde sur les réseaux sociaux, à la télévision, je pense que c'est une bonne motivation et je pense que je l'appliquerai à mes enfants lorsqu'elles seront dans des classes un peu plus avancées. Pour l'instant, elles sont en premières années de primaire. Donc voilà, il faut juste qu'elles travaillent chaque soir. Donc déjà, je suis quand même dedans. Je leur inculque le fait qu'il faut travailler chaque soir, même si c'est 15 minutes. Mais il faut le faire. Il faut le faire avant de jouer. Donc on rentre de classe, on travaille, on fait les devoirs d'abord. Donc voilà, je crois que ça va venir. Je crois que j'ai apprécié finalement d'avoir été éduquée ainsi. Et donc, donc du coup, j'étais quelqu'un à l'esprit très créatif et très libre depuis toujours. Ce qui veut dire que comparé à mes soeurs, par exemple, je suis quelqu'un qui ne savait pas précisément ce qu'elle voulait faire dans la vie depuis toute petite. Donc je me suis laissée guider par mon père avec beaucoup de confiance. Quand je suis arrivée en 3e, mon père m'a dit écoute, tu feras série scientifique. Je fais d'accord. J'ai fait seconde C. En seconde, il a dit c'est très bien ce niveau de mathématiques, tu feras première mathématiques et physique. Je fais donc première S, terminale S, ça s'appelle C au Cameroun, donc voilà la filière. Et quand en année de bac, mon père m'a dit, il me disait depuis quelque temps, je veux que tu fasses pharmacie. Ça c'est en seconde. Donc il voulait que je fasse pharmacie, je ne sais pas pourquoi. Mais en terminale, en étant en filière mathématiques, il m'a dit non, je veux que tu fasses la catho. C'était pas un métier, mais il m'a dit je veux que tu fasses la catho, donc l'Université catholique d'Afrique centrale, et je voulais que tu fasses comptabilité parce que à mon boulot, j'ai une femme qui a fait la catho et elle s'en sort très très bien. Il travaillait chez Nestlé à l'époque, mon père. Et donc voilà, je me suis dit ok, d'accord papa, je vais faire la catho. Très obéissante. Complètement. En fait, il faut aussi avouer que lorsqu'on n'a pas une aspiration particulière, il faut bien écouter son environnement pour trouver sa voie. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai une de mes soeurs qui voulait être médecin. Je crois que depuis qu'elle est née, je ne sais pas comment c'est possible, mais elle était convaincue qu'elle voulait être médecin.
Donc mon père l'a orientée dans ses études de médecine jusqu'à ce qu'elle devienne médecin. Elle est médecin aujourd'hui. Donc voilà, elle par contre, elle avait une volonté forte et ferme et c'était pas mon cas. Donc moi, je me suis laissée guider, on va dire, j'ai regardé autour de moi et heureusement, j'avais un bon... oui, heureusement. Donc ça s'est bien passé. Donc du coup, j'ai fait la Cato et j'ai fait comptabilité et finance à la Cato. Et en 4 ans, j'ai obtenu ma maîtrise. Et lorsque je faisais mon année de maîtrise, il y avait les premières vagues d'étudiants qui partaient massivement dans des écoles internationales en France, sur la base de concours. Donc on a tous préparé nos concours, mes camarades et moi, par bande, les mêmes bandes d'amis depuis 4 ans. On a tous eu les concours et donc on est venu en France la même année, en 2007 je crois. Voilà, intégrer plusieurs écoles différentes de commerce en France. Et moi j'ai fait Sciences Po Paris. Et je suis entrée à Sciences Po Paris pour un master finance. Donc je continue dans cette voie-là parce que là quand même, je crois que j'avais quand même une passion pour les chiffres qui étaient prononcés depuis, même si je ne voyais pas quel métier j'allais faire. Donc j'ai continué dans la finance à Sciences Po. Et j'ai fait mon diplôme en 3 ans parce que j'ai mis une année de césure au milieu pour un peu tester le marché français. En année de césure, au milieu de mes 2 années de master, j'ai fait des stages dans un grand groupe de beauté en France, un siège social. C'était chez L'Oréal. Et mon deuxième stage chez PricewaterhouseCoopers en tant qu'auditeur. Donc j'ai fait du contrôle de gestion 6 mois et de l'audit 6 mois. Et là, ça a terminé de me convaincre que c'est le contrôle de gestion que je voulais faire, mais qu'il fallait au préalable que je passe par l'audit parce que c'est un accélérateur de croissance. Effectivement, c'est un choix stratégique. Exactement. Bien vu. Exactement. Je pense que l'année de césure, en tout cas, je ne me suis pas précipitée pour finir mon master, pour dire voilà, je l'ai eu en 18 mois ou en 2 ans. Non, cette année m'a été vraiment utile. Donc quand je finis mon année de césure, je retourne à l'école pour... La deuxième année, c'est en fait un semestre, donc il faut trouver un stage de fin d'études pour le deuxième semestre. Et du coup, je suis partie en contrôle de gestion pour attendre la rentrée des années d'audit en septembre de l'année d'après. D'accord. Ok, super. Donc c'est comme ça que j'ai fait 5 ans d'audit, du grade de junior voilà, jusqu'au grade de manager en audit chez Deloitte à Paris, en travaillant dans différents secteurs chaque année, sur des missions différentes, ce qui est très formateur en termes de qualité de travail, en termes de relations interpersonnelles. Donc c'est vrai quand on dit que l'audit est formateur et que c'est un accélérateur de carrière parce que voilà, on apprend divers types de métiers, on apprend l'organisation du travail, on apprend la précision, voilà. Donc après ces 5 années, j'ai voulu retourner à ma passion de départ qui était le contrôle de gestion et donc j'ai quitté Deloitte et je suis rentrée maintenant dans des entreprises du secteur tertiaire, services financiers, où je fais du contrôle de gestion. Ah, c'est super, ok. Donc au total, aujourd'hui, tu as à peu près combien 9 ans d'expérience. Okay. Je ne dis pas 10 ans parce que quand je dirais 10 ans, il faudrait que je sois avec un titre au travail qui va avec. Donc, ça ne fait pas encore 10 ans, mais c'est bientôt et donc il faut que je me bouge là, voilà. Ok, donc premier conseil qu'on a noté dans ton parcours, idéalement, c'est possible de démarrer en cabinet d'audit, quoi. Oui, bon, c'est totalement... une étape tremplin après le métier de contrôle de gestion. Exactement, et il faut... Si on a cette possibilité, il faut vraiment le faire parce que quand je regarde mes aptitudes au travail aujourd'hui, je les ai acquises à travers les métiers d'auditeur. Ma rigueur, mon organisation, mes relations interpersonnelles, tout ça a été développé et accru grâce à mes années d'auditeur. Donc je pense que c'est vraiment un bon tremplin. Ok, super. Alors, du coup, Gaëlle, dis-nous en quoi consiste exactement le métier de contrôleur de gestion? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Enfin, quels sont tes objectifs, je sais pas, annuels ou mensuel et après au jour le jour, à quoi ressemble une de tes journées? À quoi ressemble une de mes journées? Déjà, globalement, qu'est-ce que c'est que le métier de contrôleur de gestion? Le contrôleur de gestion, d'après moi, c'est quelqu'un qui prend une masse d'informations et la synthétise pour donner des éléments précis qui vont aider les managers à prendre des décisions, les dirigeants des entreprises à prendre des décisions ou à changer leurs décisions. D'accord. Des indicateurs? Des indicateurs. Le contrôleur de gestion, c'est celui qui, sur la base d'un grand nombre d'informations, réussit à les fusionner, à les transformer en indicateurs précis qui permettent la prise de décision et l'orientation stratégique de l'entreprise. Ça, déjà, c'est la définition, je pense, de ce que c'est que le métier de contrôleur de gestion. Ah, mais c'est super. Mais du coup,
tu es pas souvent comme noyé dans une masse d'infos et après il faut prendre du recul. Effectivement. Et noyer pour Je crois que c'est l'une des aptitudes prérequises pour être dans le métier de contrôleur de gestion, c'est aimer la data. D'accord. Donc ne pas se noyer dedans, aimer voir plein de chiffres, aimer voir l'interconnexion qu'on peut créer entre ces chiffres pour les synthétiser. Donc c'est quand même un prérequis d'aimer la data pour faire du contrôle de gestion. Ok, super. Donc du coup, tu as des échéances pour pouvoir présenter ces indicateurs. Exactement. La principale échéance est mensuelle. Dans le métier de contrôleur de gestion, on va dire généralement dans la plupart des entreprises, c'est un métier à vague. On a une vague haute qui est celle de préparation et production des états de reporting, donc des rapports mensuels. Et on a une phase creuse qui est la phase interclôture, où dans le mois, on a généralement 2 semaines un peu calmes, où on essaye de corriger tout ce qu'on n'a pas pu corriger dans le temps pour la phase précédente, mettre en place les nouveaux outils qu'on a décelés pour la phase d'après et répondre à diverses autres demandes ad hoc. Mais vraiment, il y a ces 2 phases-là généralement dans le mois. La phase haute qui commence au début du mois parce que la clôture, en fait, les comptables clôturent le mois sur les 5 derniers jours du mois. Mais le contrôleur de gestion commence la clôture quand les chiffres comptables sont prêts. Ou quand les chiffres industriels sont prêts. Donc, du coup, au début du mois, sur, on va dire, 5 à 10 jours. Voilà. Donc, ça explique un petit peu l'organisation de mon travail sur moi. Mes missions, quelles sont mes missions tous les jours? Je dois produire des indicateurs du coup sur l'activité réelle et je dois comparer ces indicateurs avec ce qui était prévu dans un budget. D'accord. Et je dois aussi les comparer avec ce qui a été fait l'année d'avant ou les années d'avant. Maintenant, mon travail donc consiste aussi à préparer l'information pour le budget. Donc, on appelle ça la phase budgétaire. C'est discuter avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, toutes les directions, leur demander et collecter l'information de comment est-ce qu'elles prévoient l'évolution de leur activité et ensuite rassembler toute cette information, la synthétiser pour produire un budget prévisionnel. D'accord. Et du coup, en comparant les chiffres budgétisés les années précédentes ou l'année d'avant et puis le réalisé, tu dois analyser les écarts. Je dois analyser les écarts, les variations entre le réel et l'année précédente et les variations entre le réel et le budget qu'on avait prévu pour cette année. Et je dois les expliquer économiquement. Ça, c'est vraiment important. Surtout quand on fait du contrôle de gestion à un stade consolidé. C'est un stade où on a souvent accès à très peu d'informations qualitatives. On a les chiffres, on a fini de se noyer dedans et d'en sortir une synthèse. Mais maintenant, économiquement, qu'est-ce que ces chiffres veulent dire? Donc, du coup, le contrôle de gestion doit faire des réunions et des échanges réguliers avec les opérationnels pour leur dire, parce que généralement eux n'ont pas cette vision-là, parce qu'ils sont dans l'activité, pour leur dire voici comment votre activité évolue et qu'est-ce qui a fait que ça évolue comme ça. Et là, on a le retour d'expérience des opérationnels et ça nous permet, nous, de commenter les évolutions et les écarts qu'on a par rapport au budget ou par rapport aux années précédentes. Super, c'est très intéressant. Alors, du coup, est-ce que tu nous as présenté déjà quelques avantages? Est-ce que tu vois d'autres avantages liés à ce métier? Est-ce que tu peux quand même nous prévenir quels sont les inconvénients, un peu les choses que tu aimes le moins? On voit dans tes yeux que tu aimes beaucoup ton métier. Tes yeux brillent là. Je suis en train de réfléchir à comment, qu'est-ce qui peut être dangereux dans ce métier et tout. Mais... un petit truc que tu aimes le moins en tout cas. Et s'il y a aussi d'autres choses que tu aimes bien, c'est quoi? Je vais commencer parce que j'aime bien. Parce que je crois que ça va me venir plus naturellement. Il y en a pas. Donc voilà, j'aime la data. Déjà, les chiffres et tout. J'aime les interactions avec les gens pour discuter de ces chiffres. Parce que lorsqu'on est contre la gestion, si on finit de rassembler les chiffres et les synthétiser, si on a utilisé de mauvais paramètres, on est loin de l'information économique réelle. Donc il faut tout le temps discuter avec les opérations. Ils disent ce qu'on a vu. Ils vont dire non, c'est pas logique. Il manque un truc ou bien un truc est faux et on corrige. Donc voilà, il y a beaucoup d'interactions avec les gens et ça c'est super intéressant. Qu'est-ce que j'aime aussi? J'aime le cyclisme, on va dire l'événement cyclique du mois. Le fait d'avoir une période forte et d'avoir une période basse, ça permet de se reposer et ça permet d'avoir de l'intensité. Donc on ne s'ennuie pas en fait. D'accord. Et la période basse, on essaye de tout faire pour créer tous les autres tableaux de bord qu'on n'avait pas pu créer pour la clôture précédente pour être au top la clôture d'après. Donc voilà, c'est ça qui est stimulant.
Qu'est-ce que j'aime d'autre? J'aime aussi bien à faire du contrôle de gestion dans une société où il y a des logiciels dans lesquels toute l'information est rassemblée. Et j'aime aussi bien faire des sociétés dans lesquelles il n'y a pas du tout de logiciel et tout se fait sous Excel. Ce qui donne alors qui laisse place à ma créativité du coup. Ça me permet de créer des tableaux de bord manuels sur Excel, mais en les automatisant au maximum possible. D'accord. Et ça, c'est ce qu'on a l'opportunité de faire lorsqu'on est dans un groupe pas trop gros, qui n'a pas encore tous les outils. Voilà. Et donc, ça permet de gérer l'information vraiment de diverses façons, mais aussi de laisser place à sa créativité. Donc ça, c'est les trucs que j'aime bien. C'est-à-dire qu'il faut être doué quand même, calé sur Excel, oui. VBA ou... De mes 9 ans, j'ai réussi à esquiver VBA. Beaucoup de gens en parlent. Mais de mes 9 ans de contrôleuse de gestion, j'ai toujours réussi à esquiver VBA. J'ai une contrôleuse de gestion dans la boîte dans laquelle je travaille en ce moment qui utilise VBA. Mais c'est parce qu'elle veut créer ses bases de données dans VBA. Bon. Moi, je l'ai créé directement d'Excel et je réussis depuis que je travaille dans le contrôle de gestion à m'en sortir avec Excel. Je n'ai pas été formée sur VBA et je sais pas, ça m'attire pas trop. Mais bon, ceux qui savent... apparemment, ça peut être très bien. Ouais, ça peut permettre de sécuriser un peu plus l'information, je pense. D'accord. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aime le moins? Mon Dieu, si seulement j'avais pu préparer une réponse à cette question. À ce point, mais waouh! Donne-moi un exemple, par exemple, ça va me parler. Donne-moi un exemple d'autre chose, d'un autre métier ou je sais pas. Comme ça, je vais voir si ça me parle. Je sais pas. En direction financière, les gens peuvent souvent s'ennuyer pendant les périodes creuses, mais je comprends que c'est pas le cas pour le contrôle de gestion. Ou sinon, peut-être des chiffres, peut-être les gens peuvent avoir le tournis, je sais pas, avec plein de données et vouloir souvent peut-être plus. C'est vrai qu'on peut se perdre. Mais toi, tu aimes les chiffres. J'aime la donnée, donc je ne m'y perds pas, mais c'est vrai qu'on peut se perdre, surtout si elle n'est pas qualitative, la donnée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sécurisée. C'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent la modifier, donc on n'est pas certain du chiffre qu'on a. Ça, c'est le plus gros inconfort qu'on peut avoir dans le métier de contrôleur de gestion, que la donnée qu'on utilise ne soit pas fiabilisée. Il m'est arrivé, voilà, j'ai un exemple du coup, dans mes débuts, en tant que stagiaire, le stage que j'ai fait à la fin de ma formation, j'étais dans une société de téléphonie mobile au contrôle de gestion et on récupérait les chiffres d'affaires. J'étais dans la BU chiffre d'affaires parce qu'on peut diviser selon les différentes lignes de PNL, le revenu ou les charges. D'accord. Ou voilà, d'autres choses. Moi, j'étais dans les revenus. Et les canaux de distribution de cette société étaient tellement nombreux que chaque mois, on ne pouvait pas dire avec certitude qu'on a collecté toutes les données de chiffre d'affaires. Ça me mettait dans beaucoup d'inconfort. Ça, c'est ce que je n'aime pas dans ce métier, c'est lorsque la donnée n'est pas fiabilisée. Surtout dans les grosses structures. Surtout dans des grosses structures, parce qu'on finit de gérer un chiffre d'affaires ce mois. Le mois d'après, on a notre canal de remontée de chiffre d'affaires et on se rend compte qu'il y avait du chiffre d'affaires dessus le mois présent qu'on n'avait pas pris. C'est de l'inconfort quand la donnée n'est pas sécurisée, mais sinon, si elle est sécurisée et qu'on a de l'appétence pour la data, c'est un métier intéressant. D'accord. Les phases creuses, du coup, peuvent être vécues différemment. Soit elles sont vécues comme des phases d'ennui par des gens qui sont peut-être dans des groupes où tout est tellement automatisé qu'ils ne peuvent rien faire. D'autres que cliquer sur un bouton pour rafraîchir le chiffre. Donc du coup, en phase creuse, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, créer de nouveaux indicateurs, créer de nouveaux tableaux de bord, voilà. Mais sinon, ça peut créer de l'ennui d'avoir un truc où tout est prêt. A contrario, quand on est dans une entreprise où on a vraiment des choses à mettre en place, donc voilà, là, on ne peut pas s'ennuyer pendant l'interclôture, voilà. On se challenge, on remet des choses à jour. Ok. Grille salariale. Je pense qu'il y en a beaucoup là, des curieux qui se demandent est-ce que ça paye bien, à quoi je peux m'attendre. Déjà peut-être en tant que jeune, si par hasard un jeune n'a pas le choix de démarrer dans un cabinet d'audit, qui veut démarrer directement un poste de contrôleur de gestion junior. Je ne sais pas si ça se fait beaucoup d'ailleurs. Ça se fait. Bon, à combien à peu près il peut s'attendre, et puis par la suite pour quelqu'un du coup qui démarre ailleurs et puis après
grosso modo, quelles sont les grilles? Alors, je vais te parler d'expérience parce que je ne suis pas RH, je ne suis pas spécialiste de talent et engagement ni de recrutement, mais je vais te parler un peu de vécu du coup. Donc, ça ne vaut pas pour tout le monde, mais bon, c'est de l'expérience. Les grilles de salaire. Les grilles de salaire dépendent déjà des études que vous avez faites. En finance, c'est le cas. Voilà, dans tous les métiers, c'est le cas. Si on a fait une grande école de commerce, on est recruté à un salaire beaucoup plus significatif que si on vient d'une école publique. Maintenant, la voie royale, traditionnellement, c'est justement de booster un peu sa carrière en commençant par de l'audit parce qu'on reçoit une bonne formation, on reçoit beaucoup de pression, on n'a pas à travailler sous la pression, des délais, de la qualité et tout, ce qui fait qu'on est payé généralement mieux que les gens qui sont tout de suite en contrôle de gestion. Et ce qui fait que lorsqu'on revient au contrôle de gestion quelques années plus tard, on a déjà un salaire qui a bien évolué parce qu'en audit, ça évolue quasiment automatiquement chaque année. Maintenant, il y a donc des gens qui commencent directement en contrôle de gestion quand ils sortent d'école. Soit c'est des gens vraiment super carrés dans leur tête et qui apprennent rapidement. Je pense qu'ils vont bien s'en sortir quand même en termes de qualité de travail. Ils sont payés, je pense, en fonction de l'école publique. Ça peut commencer, je pense, dans les 30 000 euros à l'année. À l'école privée, où on peut être embauché à 36 000 euros l'année, je pense, en première année post-études. Donc, il y a quand même un gap de 6 000 euros qui est significatif entre qu'on ait fait une école de commerce ou pas. Ensuite, lorsqu'on évolue en interne, en entreprise, les rémunérations évoluent très, très lentement. Donc, si on commence à 30 000 euros en sortie d'école, on ne sera pas étonné d'être à 34 000 euros après 5 ans. Parce que ça évolue très, très, très lentement. C'est de l'ordre de 2%, 2,5% dans les meilleurs cas. Alors que lorsqu'on a fait de l'audit, si on a commencé en audit, par exemple, à 36 000 ou à 39 000 euros, 40 000 euros, il y en a qui commencent à 42, dans les meilleurs, les HEC, les ESCP, ils peuvent commencer carrément à 42 000 euros. Eux, ils vont, après 5 ans en audit, être facilement dans les 58 000 euros. Donc, l'évolution est beaucoup plus rapide, je pense, lorsqu'on commence par l'audit avant de rejoindre le contrôle de gestion. Et donc, si on quitte l'audit pour aller en contrôle de gestion après, généralement, à chaque changement de boîte, on fait un gap de salaire significatif. Mais il faut savoir que même si on vient de l'audit et qu'on rentre en contrôle de gestion, ce qui se passe aussi, c'est qu'après, l'évolution redevient tout aussi lente que si on était venu au début. Donc, en fait, en entreprise et pas dans les cabinets, dans les sociétés de conseil et tout, on a une évolution beaucoup plus lente. De 2,5% à 1%. Il y a même 1%. Il y a beaucoup de gens qui pour rien. Voilà. Mais par contre, ça peut être compensé souvent par les primes. Donc là, tu parlais fixe. Je parlais du fixe, là, effectivement. C'est vrai qu'à côté de ça, du coup, il y a les primes. Et les bonus, c'est variable, ça dépend de l'objectif que vous avez fixé en début d'année et de si vous l'avez atteint ou pas. Mais en entreprise, c'est généralement plus important qu'en cabinet. Du fait de l'organisation des cabinets. Les cabinets, généralement, ont une organisation qui fait que le résultat, lorsqu'il est passé par les différents associés qui constituent le cabinet, le résultat appartenant à l'entreprise est très très faible. Donc forcément, la distribution en termes d'intéressement et participation est beaucoup plus faible. Alors qu'en entreprise, le résultat, c'est le résultat et il est généré par tout le monde. Et donc on le calcule automatiquement et si la boîte a plus de 50 salariés, il y a une participation, sinon voilà, il y a un intéressement et il est généralement plus significatif. Souvent c'est 1 mois de salaire. Souvent, si l'entreprise se porte bien. Et lorsqu'il y a des années de crise comme la crise des subprimes ou la crise Covid là, qu'on vit en ce moment, voilà, là c'est difficile. Donc voilà, le fixe peut être compensé par les primes, par la participation, l'intéressement, comme tu dis. Et il y a le CE, qu'il ne faut pas oublier. C'est un élément de rémunération qu'il faut quand même, qu'il faut quand même prendre en compte parce que tu as des comités d'entreprise assez gracieux où on va te donner une enveloppe de dépenses à consommer sur l'année et tu n'auras qu'à produire des justificatifs. Par exemple, on te dit oui pour ton sport, on te paye ton activité sportive, ton abonnement.
à hauteur de tel montant, donc tu ramènes tes justificatifs. On te dit, on te paye tes vacances, ton billet d'avion, on te rembourse ton billet d'avion à hauteur de, je sais pas, 500 € par personne de ton foyer, ou 2000 € l'enveloppe globale. Bref, ça dépend des entreprises. Voilà, t'es sorti avant qu'on allait au théâtre. Au musée, voilà, tout ça, c'est des choses qui sont généralement remboursées par le CE. Donc, somme toute, il faut calculer ça en choisissant la boîte qu'on veut quitter ou la boîte où on veut aller. Ça, c'est des éléments de rémunération qui peuvent être intéressants. Super. Bon, et du coup, nous, est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner à des jeunes qui nous écoutent? Peut-être d'abord les jeunes étudiants sur des matières sur lesquelles il faudrait qu'ils insistent un peu pour se sentir bien équipés. Plus tard, s'ils veulent devenir contrôleur de gestion. Aux professionnels, quels sont les métiers peut-être qui sont en tremplin? Là, tu as parlé de l'audit financier, mais est-ce qu'il y a d'autres métiers tremplin après pour faire une réorientation professionnelle? Bref, dis-nous s'il y a un conseil auquel tu penses. Mais déjà, je vais commencer par la partie cours, la partie école, formation, éducation. Si on est comme moi, quelqu'un qui ne savait pas trop ce qu'il voulait faire, il faut essayer de suivre tous ces cours avec beaucoup d'assiduité parce que de l'un de ces cours sortira votre vocation certainement et de vos expériences au quotidien de sortira votre vocation. Et si vous êtes quelqu'un qui sait très bien ce qu'il a à faire, comme moi aussi, parce que bon, quand j'étais finalement à l'université, je savais que je voulais faire du contrôle de gestion, ça c'était avant que j'hésitais, que je ne savais pas, mais je savais très bien pendant mon master que je voulais finir en contrôle de gestion. Donc, du coup, les matières qui m'ont été vraiment, vraiment importantes pendant ma formation, c'était le cours de comptabilité. Aujourd'hui, en entreprise, il y a beaucoup trop de gens qui font du contrôle de gestion sans avoir de notions en comptabilité. Mais c'est ça, mais dans beaucoup de métiers en direction financière en général, dans beaucoup de métiers. Mais c'est vrai, les gens... Et je trouve ça incroyable. Parce qu'on peut leur dire, les comptables peuvent leur dire n'importe... C'est même scandaleux parce que le comptable peut te dire n'importe quoi et tu vas l'accepter. Tu ne pourras pas challenger un comptable si tu ne comprends pas ce que c'est qu'un compte en T. Si tu ne comprends pas qu'une écriture a deux positions dans un état financier, qu'il faut un débit, il faut un crédit, qu'il faut une charge, il faut un revenu, qu'il faut une dette, il faut un revenu. Voilà, qu'il y a des interconnexions entre les éléments. Dans mon métier, par exemple, je suis amenée à faire non seulement créer le reporting sur le PNL, donc sur les dépenses et les revenus, mais je dois également calculer la trésorerie de la société et la dette de la société et calculer des ratios d'endettement, des ratios de liquidité. En contrôle de gestion, on le fait. Ça dépend maintenant du grade que vous avez. Je suis responsable du reporting, donc voilà, je suis appelée à connaître ces différents éléments-là. Et c'est difficile de les construire si on ne comprend pas la comptabilité. Je vais vous donner un exemple. Là, j'ai fait j'ai construit un cash flow statement, donc un tableau de flux de trésorerie en français. Et on a fait une acquisition d'actions dans une société. Donc j'ai vu l'acquisition au niveau des investissements, au niveau du compte courant de la société. J'ai vu que voilà, le compte courant avait augmenté, on va dire, de 12 millions. Et donc tout de suite, la question que j'ai posée, c'est comment est-ce que cette acquisition a été financée? Est-ce que ça a été financé par juste de la dette? Est-ce que ça a été financé par du cash qui est sorti de notre compte bancaire? Et donc, en posant ces questions à la comptabilité, j'ai pu vérifier que mon état de flux de trésorerie était bien équilibré parce que je retrouvais la contrepartie de cette acquisition de titres dans le compte bancaire de la société. Donc, voilà, donc il faut comprendre, il faut connaître la comptabilité. Donc, parmi les cours à maîtriser pendant son cursus scolaire, je pense que les cours de comptabilité sont super importants si on veut finir en tant que contrôleur de gestion. J'avais par contre, pendant ma formation à Sciences Po Paris, des cours de marché financier et ça ne me passionnait pas du tout. Et ça n'a jamais eu aucun intérêt pour mon métier de contrôleur de gestion. D'accord. Donc voilà, donc du coup c'est un master finance et stratégie qui permettait soit de finir en trader, en salle de marché dans les grandes banques, ou de finir en finance d'entreprise. Et donc voilà, en évoluant, je prenais des cours avec des majeurs qui allaient me permettre de finir en finance d'entreprise parce que ça ne m'intéressait pas vraiment les marchés financiers. J'ai un cousin qui est talentueux dedans et je trouve ces gens incroyables, les gens qui maîtrisent
le trading et tout ça. Donc voilà, c'était pas ma passion. Donc voilà, les cours de marché financier ne m'ont pas beaucoup intéressé et ne sont pas utiles aujourd'hui dans ma formation. Par contre, voilà, les cours comme la comptabilité, et j'avais aussi des cours de contrôle de gestion. Et voilà, le cours de contrôle de gestion, du coup, ouais, il est un peu pas utile parce que on fait pas un cours de contrôle de gestion. Je veux dire, on nous disait, on nous donnait des exercices, on nous disait qu'on suivait le compte de résultat. Bon, il faut dire que j'avais de très bonnes notions de base en comptabilité. Donc, le cours de comptabilité suffisait, hein, j'avais pas besoin d'un cours de contrôle de gestion. Sauf si j'ai eu un mauvais prof. Ce qui tu as eu un excellent prof de compta, en fait. Voilà, qui faisait que je m'ennuyais en cours de contrôle de gestion. Mais en tout cas, je pense que le cours de comptabilité est très bien. Le cours de trésorerie est super important aussi. Dans mon cursus, j'avais des cours de trésorerie. Et là, vraiment, c'est super important pour comprendre les flux dans l'entreprise. Comment est-ce qu'on se retrouve avec de l'argent dans son compte bancaire? Parce qu'on a vendu des choses, parce qu'on a emprunté, on a dépensé aussi, il faut faire sortir cet argent. Ou bien, on a fait des mouvements qui ne sortent pas d'argent. On a des dépenses qui n'entraînent pas une sortie d'argent, notamment les provisions et les abonnements qu'on peut faire en comptabilité pour prévoir des dépenses futures. Donc on met déjà un petit bout en comptabilité, mais on n'a pas sorti d'argent. Donc dans le tableau de flux trésorerie, il faut distinguer justement les éléments qui entraînent un effet de sortie de cash ou d'entrée de cash, des éléments qui n'entraînent pas de mouvement sur cash. Donc voilà, les cours de trésorerie, les cours de comptabilité, voilà, c'est des cours vraiment super importants pour finir dans le métier de contrôleur de gestion. Ok. Et quel conseil tu peux donner? Est-ce que tu penses à quelque chose? Des choses qu'on ne nous dit pas par contre assez peut-être à l'école, des différences entre le système scolaire, la vie et la vie réelle. Effectivement, il y en a deux qui sont super importantes et dont j'ai envie de parler. La première, c'est le réseau. Le deuxième, c'est les diplômes après quand on est en train de travailler. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas souvent dans les écoles, mais tout dépend aussi de l'école que vous faites. Dans les écoles de commerce, pour la première partie, le réseau, on vous en parle tout le temps. On vous propose même d'intégrer directement le réseau des anciens dès que vous finissez vos études. Donc, c'est vraiment super important. Il faut l'intégrer, il faut intégrer les réseaux et il faut aller aux événements du réseau et parler avec les gens et les connaître. Il faut le faire quand on n'a pas d'intérêt, quand on est désintéressé, parce que intégrer un réseau lorsqu'on a un besoin spécifique, c'est beaucoup plus difficile d'assouvir ce besoin ou bien de trouver une solution que si on est connu dans le réseau parce qu'on est actif dans le réseau depuis longtemps. Et là, du coup, les opportunités non seulement arrivent toutes seules, mais en plus, lorsqu'on a un besoin, on sait facilement vers qui s'adresser et on a tout de suite de l'aide. Donc vraiment, bon conseil, ça c'est un bon conseil, je pense. Non, il faut vraiment vous intéresser au réseau des alumni. S'il n'y en a pas, il faut proposer d'en créer un. S'il n'y en a pas, il faut rester en relation avec des anciens camarades de classe parce que de comment chacun de vous va évoluer, plus tard vous allez devenir les clients et les fournisseurs les uns des autres. Effectivement. Donc il faut garder ce réseau. Et lorsqu'on devient manager dans sa boîte, si on peut ramener du chiffre d'affaires à sa boîte parce qu'on connaît un tel et un tel qui est directeur ou responsable dans l'autre boîte qui va être le client, on est tout bénéfice. Dans le réseau, c'est super important, aussi bien pour tout de suite quand on finit les études que pour évoluer dans sa vie professionnelle. Il faut vraiment maintenir le réseau. Le deuxième point, c'était les formations. Généralement, quand on a son master, quand on commence à travailler, il y a 10 ans, avant le master, c'était le summum. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand je voyais... C'est vrai qu'il y avait eu un changement. Avant, c'était DESS. DUT et maîtrise. Voilà. C'est passé en licence, master. LMD, oui, c'est ça. Le doctorat, bon, le master, c'est le summum pour la plupart des gens. Après, il y a le doctorat qui te permet vraiment d'atteindre un autre cap. Hein. Ça te fait travailler dans des organisations internationales de la finance et tout, parce que voilà, là, tu as vraiment atteint un autre niveau dans les études. Donc voilà, il y a 10 ans, le master, c'était le summum. Aujourd'hui, le master, c'est le minimum. Tout le monde doit avoir un master pour travailler et pour, voilà. Donc, il faut savoir que pour se maintenir du coup, il faudra faire quelques autres formations. Il faudra faire des certifications. Il y en a une qui est souvent très intéressante dans le métier les métiers de la finance, hein, finance d'entreprise surtout. C'est le CFA, Certified Financial Analyst. C'est un diplôme que vous pouvez préparer avec vos CPF pendant que vous travaillez calmement mais assidûment. Et c'est valorisé. Bon, en France, le réseau compte beaucoup plus
que les diplômes supplémentaires, je pense, de mon avis, d'accord. en France. Après, dans d'autres pays, généralement, les certificats vous permettent de faire des jumpings sur vos rémunérations au sein de l'entreprise. Donc, vous pouvez être à une rémunération, vous faites une certification et l'année d'après, votre management vous paye beaucoup plus parce que vous avez fait une certification. Donc, c'est important. Mais en France, je pense que voilà, si on a le bon réseau en France, on s'en sort beaucoup mieux. L'école compte beaucoup au début. En France, on ne permet pas aux gens qui sont talentueux mais qui n'ont pas eu beaucoup d'argent de s'en sortir. On cantonne les gens à l'école qu'ils ont faite. Pour leur donner une bonne rémunération, pour même leur donner un bon job, même leur donner un job. Voilà. L'école est trop importante. Alors que les gens peuvent avoir des aptitudes innées, développer des aptitudes par des stages, avoir commencé très longtemps et évoluer. Ça existe, mais c'est difficile en France. Donc du coup, voilà, il faut penser à bien construire votre réseau et faire des certifications supplémentaires pendant votre parcours professionnel. Ok, merci Nous pour cette première partie sur le métier de contrôle de gestion. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais couper, je vais faire 2 vidéos ou pas. On verra. Pourquoi pas. On va parler de la deuxième partie. On va parler de la deuxième activité de Nous. Et je ne sais pas si les gens vont deviner un petit peu, les gens qui te connaissent déjà, en regardant nos tenues du jour. Alors, donc Nous, tu as 3 vies. Parce que tu es maman, maman mariée, 2 enfants, tu es contrôleuse de gestion, mais tu es également créatrice de mode. Wow. Depuis un certain nombre d'années. Depuis 6 ans. Depuis 6 ans, j'ai créé. Il faut que tu nous dises comment tu fais pour gérer tout ça. Parce que c'est ça l'objectif. Hein. C'est le secret, on veut savoir comment. Parce que de plus en plus de gens, c'est vrai, se lancent à côté de leur activité salariée. Ils ont un petit business, une autre activité entrepreneuriale, mais c'est difficile à gérer, quoi. Donc tu nous parles-nous de Maison Nous et puis dis-nous comment tu fais. Comment tu fais. Merci Lolita pour cette opportunité de partager avec vous ce côté créatif de ma personne et de ma personnalité que j'ai laissé éclore et grandir. C'est Maison Nous qui est mon 3e bébé. Maison Nous, c'est une marque de vêtements et d'accessoires de mode. C'est aussi une marque de maroquinerie de luxe fabriquée en Afrique et qui met en avant le pagne, un tissu très consommé en Afrique. Et voilà. Donc dans la maroquinerie, j'associe les matières nobles et durables comme le cuir, le daim, avec des pagnes super solides. Donc du coup, parce que la longévité des 2 matières n'est pas la même, et il faut vraiment trouver des pagnes qui peuvent avoir une longue durée de vie pour accompagner du cuir. C'est pour ça que généralement dans la maroquinerie de luxe, vous allez voir que tout est en cuir parce que voilà, c'est une matière vraiment durable. Merci pour l'info. Mais je t'en prie. Et comme je voulais donner une touche particulière à mes créations qui est celle du pagne, j'utilise des pagnes et j'utilise des marques de pagnes précises qui ont des motifs que j'aime beaucoup. Et voilà, sans leur faire une publicité gratuite, vous comprendrez. Donc là, ça c'est le côté maroquinerie et le côté vêtements et accessoires. Donc je crée des robes pour des occasions spéciales et des vêtements que l'on peut porter comme ça pour aller au travail, pour faire des interviews avec pro et Pagnou. Exactement. C'est des vêtements que vous pouvez porter au quotidien pour aller au travail, pour vous balader, pour aller rendre visite à de la famille, pour faire vos petites affaires. Voilà, donc Maison Nous, n'hésitez pas sur maisonnous.com à découvrir mes créations, Instagram, Facebook aussi. Et voilà. Maison Nous a 6 ans. Waouh! Le même âge que mes jumelles, mes filles. Donc c'est pour ça que c'est facile à retenir. J'ai lancé Maison Nous en 2014 et la marque évolue bien. J'ai commencé à fabriquer mes créations au Cameroun. Et après, côté vêtements, je l'ai fait dans un atelier que j'ai créé ici à Paris directement, où je fais travailler mes mêmes couturiers depuis plusieurs années qui sont sénégalais, guinéens, voilà, d'excellents couturiers. Donc voilà, et la maroquinerie, elle est toujours faite dans le nord de l'Afrique, là où le cuir est maîtrisé depuis des siècles. Voilà. Ok, c'est super. Mais du coup, comment tu fais en fait? Comment tu fais au quotidien pour gérer à la fois tes objectifs en tant que salarié, donc à ton poste de contrôleuse de gestion, et en même temps ton entreprise?
C'est quoi les astuces? Je pense que je suis organisée. Je pense que c'est la clé de l'affaire. Je crée des slots dans ma vie et je respecte chacun des slots que j'accorde à une activité. C'est-à-dire que quand je veux être maman avec mes filles, je définis avec elles une heure pour ça, un moment pour ça et je le suis à 100%. Quand je suis en train de travailler en tant que responsable de reporting, quand je fais mes petits calculs sur Excel, je travaille concentré pendant toutes mes heures de travail. Si j'ai besoin de dédier des heures, bien sûr je dédie des heures dans ma nuit un peu, dans ma journée légèrement et beaucoup dans mes week-ends à mon activité Maison Nouss pour préparer mes shootings, pour faire mes achats, pour suivre ma production, pour suivre mes clients et leur faire des conseils et tout. Voilà, j'essaie de m'organiser en slot et je respecte chaque slot. Je pense que c'est la clé qui m'a permis jusqu'aujourd'hui de mener à flot tous ces bateaux. D'accord. C'est de vraiment être rigoureuse et organisée. Ok. Donc définis des plages horaires. Dans ma journée. Dans ta journée, dédiées à chacune de tes casquettes. Chacune de mes casquettes. Ok. C'est ça. Ouais. Trouver le temps pour dormir. C'est important ou pas? Parce que du coup on se dit plutôt que dormir, il vaut mieux bosser pour l'entreprise. Il faut avoir de l'aide aussi. Comme je disais, j'utilise beaucoup ma famille pour m'aider dans tous les aspects. Mon mari participe totalement il participe à mes activités, mais il joue pleinement son rôle de mari et de papa. Donc, il s'occupe de ses filles quand il faut. Il m'accompagne quand il faut. Donc, voilà, ça, c'est vraiment une clé, avoir de l'aide. Côté famille, quand j'ai besoin de conseils, d'inspiration, quand j'ai besoin de faire des choses, je peux demander très facilement à mes sœurs, à mon frère, à leur mari, leurs copains et tout. Il faut être bien entouré. Il faut être bien entouré. J'essaie d'embarquer vraiment les gens autour de moi, mes copines et tout. Je les embarque dans mes passions. Quand j'ai besoin de valider que j'ai bien préparé un catalogue, je le partage à des copines, je leur demande leur retour. Et voilà, quand je leur dis est-ce que vous trouvez ce prix justifié ou pas, ils me donnent leur avis. Donc vraiment, j'utilise mon entourage pour m'épauler dans mon activité. Et au travail, j'ai vécu deux choses. J'ai vécu d'abord une phase où je parlais beaucoup de mon côté entrepreneur à mon travail. Je pense que je suis tombée sur des gens qui n'étaient pas suffisamment je pense que ça dessert. Ça m'a desservi. Oui, ça dessert toujours. Exactement. Et après avoir combattu ce sentiment, j'ai changé d'entreprise. Et après, j'ai adopté la tactique de ne plus en parler. Mais bon, fatalement, comme vous voyez, ça se voit que j'ai un petit... On ne cache pas la lumière du soleil. Donc voilà, donc quand même ça s'est su, mais ce n'est pas du fait de ma communication. Donc du coup, les gens ne peuvent pas m'en parler ouvertement ou facilement. Donc du coup, certains gens le savent, mais voilà, je n'en parle pas. Je cantonne vraiment les choses chacun dans son bassin. Et voilà. D'accord. Donc, il faut être organisé, il faut être bien entouré et il faut bien gérer sa communication. Oui, au sein de son entreprise, pour garder la confiance de son employeur. Exactement. Ok. Bon, ben j'espère que cette vidéo, ça va aller, quoi. Je crois que ça devrait aller. De toute façon, ils sont tellement satisfaits de ton travail. Pour l'instant, effectivement, ça se passe très bien. Donc voilà. Ok, ben merci beaucoup, Gaëlle. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je te propose de te parler plus de Maison Nouss dans une prochaine vidéo. Parce que là, avec plaisir. À une réunion. Avec plaisir. Exactement, qui m'attend depuis 3 minutes. Le slot est passé là. Le slot est terminé. Exactement, je passe à la réunion qui m'attend depuis 3 minutes. Exactement, merci beaucoup. Ça marche, merci. C'était un beau moment. Toi, Gaëlle, je t'en prie. Et à bientôt du coup. À bientôt tout le monde. Voilà, j'espère que vous êtes satisfaits du contenu de cette vidéo. J'espère que vous en avez de contrôleur de gestion, mais aussi sur la façon d'organiser deux activités parallèles quand on est salarié et quand on a une petite entreprise qu'on essaie de développer à côté. N'oubliez pas donc de partager la vidéo, ça pourrait être utile à quelqu'un d'autre et surtout abonnez-vous et à très bientôt sur la chaîne Pro et Famille. Bye.